et on le verra tout à l'heure par l'étude faite en 2016, et puis encore récemment dans la réactivation des PTCE. Et donc nous avons suivi, travaillé auprès du labo pour faire en sorte que cette relance soit réalisée. On va voir ensemble où nous en sommes, et notamment, excusez mon trouble de départ et ma difficulté à l'allumage, c'est que j'étais tellement troublé de voir Hugues alité que j'ai eu un moment d'effraiement. Mais je ne doute pas que ça ne va pas l'empêcher de défendre aussi ardemment qu'il a pu le faire ces dernières semaines et ces derniers mois et bien avant les PTCE. Et donc, je vous propose d'emblée, que nous ayons ensuite le temps de partager des temps d'échange, passer la parole à Hugues donc, pour faire un petit diagnostic des PTCE, et on reviendra avec lui sur les propositions un peu plus tard. Hugues, c'est à toi. Merci beaucoup, merci. Oui, je suis comme Molière, je mourrais sur la scène de l'économie sociale. Donc, mais ça va. Donc, il m'arrive d'avoir mal, mais cet après-midi, c'est bon. Donc, je suis en état de parler avec vous. Et puis, ça me fait très, très plaisir d'échanger avec vous. Bon, le moment est important hein, parce que je crois que tous les gens qui sont là cet après-midi, on partage une conviction, c'est que les PTCE, c'est un très bon outil de coopération et qui correspond bien aux enjeux actuels. Donc, il y a une fenêtre qui est un peu ouverte parce que le gouvernement, à travers Olivier Grégoire, a envie peut-être de relancer ces PTCE. Et donc, le premier message que je vous fais passer, c'est tirons groupés, tirons ensemble pour essayer de marquer des points et de faire avancer cette cause. Au passage, je remercie Pascal parce que au sein de la commission des régions de France, vous avez fait un bon boulot pour pousser les PTCE quand vous avez reçu Olivier Grégoire. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver. Alors, si on a quand je dirais slide suivante, voilà. Donc, je vais aller assez vite. Donc, je pense que vous êtes tous assez bien informés. Donc, du fait que il y a plusieurs années, notamment en 2016-2017, il y avait une dynamique qui a réuni le RTES, le labo de l'ESS, le CORAS, le MES et les CRES, et qu'on a travaillé ensemble et qu'on avait fait une première enquête assez importante parce qu'il y avait pas mal de données sur cette enquête-là. Et donc, en discutant avec Olivier Grégoire, moi, je lui avais dit, mais il faudrait reprendre ces travaux-là, les actualiser. Et puis, enfin, j'ai fait mon boulot un peu d'avocat des PTCE auprès d'elle. Et j'avais été agréablement surpris qu'elle s'intéressait aux PTCE, en particulier comme étant un outil qui permet d'établir des partenariats entre le monde de l'ESS et le monde des PME. C'est quelque chose qui est important pour elle, le fait que grâce au PTCE, l'ESS n'est pas dans un ghetto à part, mais travaille avec les TPE, les PME, les centres de formation, etc. Donc, on a décidé de faire ce travail-là, et il s'agissait aussi de regarder ce qu'étaient devenus les deux appels à projets interministériels qui avaient eu lieu en 2015 et 2017 pour voir ce que ça avait produit comme effet et où on en était. Alors, la slide suivante. On a essayé de faire ça, donc il faut que vous sachiez que ça a été un travail très rapide, puisqu'en gros, on a fait ce boulot-là en 5 semaines à peu près. Donc, c'était quand même très rapide. Et je félicite l'équipe du labo et Marie Vernier, sa déléguée générale, qui est là avec nous cet après-midi, parce que c'était pas évident. Et puis, je remercie tous ceux qui ont participé dans le comité de pilotage, qui ont été contributeurs. Bon, des fois, c'est peut-être allé vite, on aurait eu envie d'avoir plus le temps de discuter entre nous, mais quand même, globalement, c'est un travail qui est un travail collectif. Et moi, je considère que le labo est un peu le porte-plume de ce travail, mais que ce n'est pas le travail du labo, c'est un travail collectif et qui doit nous engager les uns et les autres. Donc, on a fait deux choses. On a fait un questionnaire en ligne
Donc, il y a un questionnaire, vous allez voir, qui a une dimension quantitative, qui reprenait en partie ce qui a été fait en 2016-2017. Et puis, on a fait des entretiens complémentaires. Bon, la période n'était pas facile à cause de la Covid de pouvoir faire des entretiens. Enfin, on a eu quand même pas mal d'échanges bilatéraux avec un certain nombre de gens pour compléter, disons, les impressions. Slide suivante. Donc, si on vient sur qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, il y a une première chose, parce que moi, je me suis dit, mais la ministre, la première question qu'elle va me poser, c'est Monsieur Sibyl, c'est bien les PTCE, mais il y en a combien en France? Et la question est plus compliquée qu'il n'y paraît, parce que finalement, on n'a pas d'outils actualisés. Donc, le labo a fait un travail de repérage et on aboutit à un chiffre. Je pense qu'il faut prendre avec une marge d'erreur, mais qui quand même est intéressant. Il y a 74 PTCE qui ont été identifiés, dont 56 actifs. Donc, il y en a 18 qui sont identifiés, mais qui sont peut-être pas en pleine activité. Et d'autre part, on peut les localiser. Donc, maintenant, on sait où ils sont. Et vous voyez sur la carte qui est là que en fait, il y a ce qu'on appelait autrefois, quand j'étais jeune et que je travaillais avec la DATAR, la diagonale aride, c'est-à-dire la partie qui va du sud-ouest au nord-est, où vous avez une zone où il y a pas beaucoup de PTCE, et puis des endroits au contraire où c'est plus dense. Et je pense que ça dépend aussi des enjeux régionaux, des politiques régionales. Je pense que par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une animation régionale des PTCE, le conseil régional est engagé, et donc ça crée une meilleure dynamique que dans d'autres régions où ce n'est pas le cas. Et d'autre part, cette carte, il faut l'avoir en tête aussi, parce qu'une des idées d'Olivia Grégoire, c'est de dire qu'elle voudrait impulser des nouveaux PTCE, donc des qui n'existent pas, et en particulier dans ce qu'elle appelle les zones blanches, c'est-à-dire dans des zones dans lesquelles il y a assez peu finalement d'outils de l'ESS, et elle voudrait savoir si les PTCE, on pourrait utiliser ce type de pacte local, de pôle, pour, disons, dynamiser des activités de SS dans les territoires où vous voyez bien, la carte est un peu blanche. Voilà. Si on regarde la, Hugues, on t'entend plus? à lire l'intégralité, parce que là, on ne va pas avoir le temps de tout regarder. Donc, on a eu 23 réponses, donc 19 PTCE actifs et 4 inactifs. Et c'était intéressant d'avoir des inactifs aussi pour savoir pourquoi finalement, pourquoi ils sont inactifs. Est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils sont simplement en position d'arrêt? Et donc, ça donne un certain nombre d'informations supplémentaires. Et vous voyez que dans les entretiens qu'on a eus, bon, vous voyez sur la ligne de gauche, je pense que vous les connaissez, Vivre les Mureaux, les Écosolides de Nantes, Nola, Dourbinov, Fige-Acteur, Imagination Fertile. Donc là, on a eu des entretiens assez approfondis de 2 heures au moins chaque fois avec ces PTCE. La slide suivante. Donc, en fait, ça, c'est pas un scoop pour vous, mais ce qui apparaît assez clairement, c'est que le périmètre d'action des PTCE, c'est l'échelle communale ou intercommunale. C'est le pôle territorial de coopération, il agit dans la proximité, et donc il est principalement à une échelle communale ou locale. Certains ont une sphère d'influence plus large à l'échelle régionale. Vous voyez, il y en a 17%, mais quand même globalement, et c'était le cas dans l'enquête de 2016-2007, c'est un dispositif qui fonctionne bien dans la proximité, avec des gens qui se connaissent bien entre eux, qui ont des distances de mobilité pour travailler ensemble qui ne sont pas trop longues, dans lequel il y a de la convivialité qui peut s'installer, parce que voilà, on se connaît, on se rencontre sur le terrain. Et donc, voilà. Slide suivante. Donc,
à quoi sert le PTCE? Et ça, je trouve que c'est intéressant par rapport au contexte du Covid et de la crise économique et sociale dans laquelle nous sommes. Donc, 70% répondent que l'objet du PTCE, c'est de répondre à des besoins non traités du territoire et de ses habitants. Donc, il y a des besoins. L'organisation, soit par les entreprises marchandes, soit par les politiques publiques, ne répond pas à ces besoins. Et donc, c'est ça la vocation principale. Ce qui est intéressant là, c'est de regarder que par rapport au début des PTCE, il y a eu d'autres initiatives qui ont vu le jour. Je pense à Territoire zéro chômeur de longue durée, par exemple. Je pense à des besoins qui ne sont pas satisfaits à l'heure actuelle. Donc, les PTCE ne sont pas tout seuls aujourd'hui dans ce type de démarche, hein. Il y a des tiers-lieux qui sont aussi là-dessus. Ça, c'est un sujet de réflexion pour nous parce que ça veut dire que là où il y a 10 ans, les PTCE étaient une forme nouvelle et originale, aujourd'hui, il y a d'autres dispositifs qui sont sur le terrain. Voilà. Et vous voyez que donc, il y a 57%, c'est structurer des activités existantes. Et 48%, c'est apporter des réponses à des entreprises locales. Je dis tout de suite, là, à ce stade-là, que ça fait émerger un peu deux grands types de PTCE, mais je ne veux pas qu'on soit enfermé dans ces deux grands types, mais il y a quand même un type de PTCE qui est un PTCE entrepreneurial et qui va finalement vendre des services, proposer des services, en particulier des services aux entreprises, facturer ces services. Et donc, il y a un modèle économique avec une capacité d'autofinancement qui est réelle. Et puis, il y a un autre type de PTCE qui est plutôt un PTCE qui est un catalyseur de développement local, qui, lui, va fonctionner plus sur subvention, euh, qui est plus sur, disons, des actions d'intérêt général que le premier. Moi, je défends absolument les deux et je pense qu'il faut éviter que les pouvoirs publics disent ce qui pourrait être une tendance. On va privilégier les premiers parce que les premiers, ils sont entrepreneuriaux, donc ils n'ont pas besoin de subventions. Il faut qu'on défende la diversité des PTCE, enfin, c'est mon point de vue, hein, et qu'ils s'enrichissent mutuellement, mais qu'il n'y en a pas un qui serait le bon, celui qui s'autofinance, et un qui serait le mauvais, celui qui recourt à des subventions. Voilà. Si on regarde la slide suivante, dans les secteurs d'activité, donc en fait, là, il n'y a pas d'éléments tellement nouveaux par rapport aux enquêtes précédentes. Bon, d'abord, il y a toujours des PTCE qui sont multi-activités ou d'autres qui sont quand même spécialisés sur une filière ou deux filières. Donc, on a des types de PTCE plus ou moins généralistes ou plus ou moins spécialisés. Vous voyez que là, et ça, c'était assez courant, 70% sont dans des activités liées au développement durable, 57% agriculture et alimentation. Ça, c'est quand même un point de réflexion pour nous parce que tout ce qui concerne aujourd'hui l'alimentation et l'agriculture devient un sujet extrêmement important, disons, pour tous les outils de développement local. Et c'est là où se fait, je trouve, une bonne synthèse entre l'aspect développement économique, transition écologique, problèmes sanitaires. Voilà, donc ça, c'est sur les secteurs d'activité. Puis en dessous, vous voyez les types de métiers qui sont pratiqués par les PTCE. Donc, c'est de l'accompagnement de projets, beaucoup. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que les PTCE contribuent à faire émerger des projets. Dans la période qui s'ouvre, c'est quand même sacrément important d'avoir ce type d'outils. Mais c'est aussi donc une offre de service, de la sensibilisation locale, de la formation et de l'échange de savoir, de la gestion de tiers-lieux. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Et donc ça, c'est un point sur lequel il faudra qu'on regarde peut-être plus, parce qu'il y a certains PTCE qui ont un tiers-lieu et qui donc gèrent à la fois tiers-lieu et rôle de PTCE. Et puis, il y a certains tiers-lieux qui ne sont finalement que de l'immobilier, mais qui n'ont pas cette vocation de coopération économique. Si on regarde rapidement la slide suivante, donc
On va la sauter, celle-là, j'y reviendrai après. Pour gagner un peu de temps, on va la sauter. Les impacts de la coopération. Alors, ce qui est vraiment fondamental, qui émerge à la fois des entretiens et de l'enquête, c'est que le mot-clé, plus encore qu'au moment où les pétitions sont sorties, c'est le mot coopération. Je trouve qu'en 18 mois, et le Covid n'y est pas pour rien, il y a quand même énormément d'acteurs qui se rendent compte qu'on ne peut pas faire seul, qu'on traite des problèmes, à commencer par le Covid. Le Covid, pour apporter des réponses, il faut qu'il y ait des acteurs qui sont l'hôpital, qui sont les associations, qui sont les médecins libéraux, qui sont les pouvoirs publics, le préfet, etc., qui coopèrent sur un sujet qui s'appelle la lutte contre le Covid. Et donc, la coopération devient un enjeu identifié comme un enjeu vraiment central. Et donc, vous voyez là les principaux impacts, c'est le développement d'une proximité entre les structures, c'est-à-dire le rapprochement finalement entre les structures qui ne se connaissaient pas, qui s'ignorent, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, de l'échange de compétences, de l'amélioration de la qualité des activités. Donc, quand on coopère, on améliore la qualité. Mais cette coopération, c'est pas un truc qui est gagné, c'est pas un truc facile. Et je pense qu'il y a des progrès assez importants à faire, parce que ça ne se décrète pas, la coopération, finalement. Il faut y travailler, il faut des méthodes de coopération, et on a vu à travers l'enquête qu'il y a des gens qui travaillent vraiment leurs modalités pour coopérer, que la coopération marche et qu'elle réussisse. La slide suivante, donc c'est la question de l'animation. Bon, l'animation, vous vous souvenez que c'est un point essentiel, c'est-à-dire un PTCE, pour qu'il marche, comment est-ce qu'il est animé. Là, il y a plusieurs cas de figure. Le cas le plus fréquent, c'est qu'un des membres du PTCE assure l'animation. En général, c'est celui qui a peut-être le plus de moyens, qui est le plus solide et qui assure l'animation. Donc là, on est déjà passé à la slide suivante, mais la question, voilà, la question de est-ce qu'il faut qu'il y ait une structure juridique dédiée avec une personne rémunérée par la structure juridique, ou est-ce que c'est pris en charge par un des membres du PTCE, et surtout comment on finance l'animation, ça reste plusieurs années après la question centrale, parce que le modèle économique, finalement, pour une grande partie, il consiste à avoir les moyens de financer l'animation du PTCE. Si pas d'animation, bah souvent ça a quand même du mal à fonctionner, et ça a tendance à végéter. Et donc, on va le revoir aussi au niveau national. Ensuite, au niveau budgétaire, donc, le budget moyen est de 247 000 €, dont en moyenne 43% de subventions publiques. Donc là, je redis qu'il y a quand même deux grands types de PTCE, des PTCE qui sont majoritairement sur financement de subventions publiques, et d'autres qui sont majoritairement sur des prestations vendues. Pour 42% des 19 PTCE qui ont répondu, le budget moyen est de 100 000 €. Donc, on a quand même une amplitude, disons, de différence budgétaire qui est relativement importante selon les PTCE. Voilà. Ensuite, au niveau des ressources humaines, sur les 19 PTCE qui ont répondu, il y a 3,3 équivalents temps plein qui sont dédiés au PTCE. Bon, moi, je trouve que c'est pas si mal que ça, hein, trois personnes qui bossent pour faire fonctionner le PTCE, et ça correspond à une charge de personnel moyen, de masse salariale de 108 000 €. Donc, d'une certaine manière, ces 108 000 € donnent un peu ce que serait un espèce de budget incompressible. Si on veut faire fonctionner un PTCE, il faut au moins de l'ordre de 100 000 € pour le faire fonctionner. Ce qui est quand même pas des montants inaccessibles, me semble-t-il,
aujourd'hui. Mais selon les endroits, ben, on n'a pas toujours la possibilité de trouver ces financements. Il y avait une question sur les effets de la crise sanitaire. Donc en fait, bon, ben, c'est un peu la même chose que tout le monde de l'ESS, les associations. Donc 67% disent que la Covid va impacter durablement les activités du PTCE pour des raisons économiques. Mais quand même très vite, et ça c'est intéressant, il y a ce que vous avez vu comme moi, que vous connaissez sur le terrain, c'est aussi des opportunités. C'est-à-dire que le PTCE invente des solutions et trouve des réponses. Donc, c'est l'occasion de développer de nouveaux projets, de faire que des membres aient besoin de solidarité entre eux parce qu'ils ont des difficultés. Donc, on a plus tendance à se mettre les uns avec les autres pour régler les difficultés. C'est aussi de réorienter stratégiquement des activités. Et moi, je pense que c'est très important parce qu'en fait, j'ai vraiment la conviction que ce que le PTCE avait commencé à inventer avant la Covid, finalement, elle est bien valorisée par ce qu'il faut faire maintenant dans l'après-Covid. Donc, développer des nouveaux projets, renforcer la coopération, tout ça. Il y a un savoir-faire des PTCE qui peut être très utile et en particulier dans ce qu'on appelle les plans de relance et notamment dans le fait de marier dans la relance à la fois la relance mais aussi la transition écologique. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas de la relance d'un côté et puis d'un autre côté de la transition écologique. Les PTCE sont un endroit où on peut essayer de trouver un équilibre systémique entre créer de l'activité économique, mais de l'activité économique qui soit résiliente d'un point de vue écologique. Quels sont les besoins actuels qui sont identifiés par les PTCE tels qu'ils les ont formulés? Bon, ça surprendra personne, mais leur premier besoin, c'est de consolider le modèle économique. 61% disent bah, notre problème, c'est que notre modèle économique est fragile. 33% à égalité disent c'est la dynamique de coopération, c'est avoir des actions qu'on fait ensemble. Dans un certain nombre de cas, il y a quand même des questions de leadership. Parce que le PTCE, c'est de la co-construction, de la co-animation, mais souvent il y a quand même une notion de leader, de quelqu'un qui tire un peu la baraque. Et il peut arriver que bah, cette personne est fatiguée, en a marre, et que du coup, le PTCE connaisse des difficultés un peu à côté de ça. Et donc, autrement dit, majoritairement, ce que disent les PTCE au pouvoir public, à la ministre, c'est donnez-nous les moyens de pouvoir financer notre animation. On a eu les appels à projets à l'époque Benoît Hamon. Ça nous a servi. Grâce à ça, on a pu financer notre animation. On n'a plus ça. Et donc, c'est ça dont on a besoin de manière prioritaire. Et au passage, j'observe que, donc, alors qu'il n'y a pas eu d'appel à projet depuis 5 ans, finalement, les PTC ont pas mal résisté, hein, parce qu'il n'y a pas eu de fric de l'État depuis 5 ans, et il y en a encore 70 qui sont debout. Donc, c'est quand même pas des dispositifs qui sont sous la mamelle de l'État, et dès que l'État arrête de mettre de l'argent, tout s'arrête. C'est très important pour moi, ça. Les PTC ont réussi à vivre alors que l'État ne mettait plus d'argent. En synthèse, on a fait un tableau, vous savez, force, faiblesse, menace, opportunité, assez classique. Donc, si vous regardez sur la partie gauche, donc tout ce qui va être, disons, le positif, donc les forces et les apports, c'est le fait quand même qu'on est inscrit dans la loi de 2014, il ne faut pas l'oublier. Les PTCE sont inscrits dans une loi de la République, donc ça a quand même une valeur. Cette dynamique a continué à fonctionner même s'il n'y avait plus d'appel à projet. Tout le monde reconnaît que les PTCE contribuent à structurer l'ESS sur les territoires, l'ESS qui est souvent dispersé, chacun un peu dans son coin. Grâce au PTCE, eh bien, il y a des gens qui bossent ensemble sur des projets qui ne le feraient pas autrement. Il y a des PTCE qui ont une dimension nationale
qui sont identifiés comme tels et qui donc donnent une espèce d'image nationale de ce que peut être un pôle de coopération. Et aussi intéressant, c'est que dans la dernière période, le nombre de membres des PTCE a continué à se développer. Il y a plus de gens qui sont membres des PTCE aujourd'hui que ça n'était le cas il y a 5 ans. En termes d'opportunités, bon, il y a la toile de fond sur l'ESS. L'ESS par rapport à il y a 10 ans, quand les pétitions ont démarré, l'ESS est quand même beaucoup plus sur le devant de la scène, en partie à cause de la crise. Donc, il y a le fait que la crise sanitaire provoque ce qu'on appelait un choc de mobilisation, c'est-à-dire qu'on est dos au mur, il faut faire des choses, et dos au mur, comment on fait? Et ça, c'est un facteur favorable pour les PTCE. C'est-à-dire que, bon, bah, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, commençons par nous mettre ensemble, avoir des pôles de coopération, c'est une chose qui est utile. Euh, il y a quand même toutes les mesures de relance qui sont aujourd'hui de l'argent public. Et ça, c'est un vrai problème pour nous. C'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement et les pouvoirs publics, tout à l'heure, vous avez parlé des CRTE, par exemple, je pense que malheureusement, on ne flèche pas assez cet argent public vers les PTCE. Les pétitions ne figurent pas tout à fait dans le tableau de l'ensemble des mesures de relance qui sont sur la table, où il y a quand même pourtant énormément d'argent, et y compris au niveau européen. Et je redis ce que j'avais déjà dit, c'est que la Commission européenne suit les PTCE. Elle appelle ça des clusters d'innovation sociale, mais elle est très intéressée par l'expérience française des PTCE. Elle est prête à la promouvoir et essayer de faire en sorte qu'il y ait au fond, à l'échelle européenne, quelque chose de convergent sur les PTCE. Voilà. Les points de vigilance, bon, c'est malgré tout, la visibilité sur les PTCE est relativement limitée, et y compris auprès des collectivités locales. Donc ça, c'est un point peut-être pour vous à discuter. Mais on a l'impression qu'un certain nombre de collectivités locales, finalement, ne sont pas tellement à l'aise pour savoir ce que c'est un PTCE. Si on leur demande de définir à quoi ça sert, quel est son rôle, qu'est-ce que ça va produire comme effet, c'est pas toujours évident. Donc, c'est un concept qui est un peu flou, le concept de PTCE par rapport à d'autres concepts. Donc, les modèles économiques sont difficiles. On a du mal à financer l'animation, tout ça, on l'a dit. Les collectivités locales, j'en ai parlé, avec peut-être un bémol sur les conseils régionaux. On a le sentiment, et Pascal peut-être y reviendra, mais que les conseils régionaux perçoivent l'intérêt des PTCE dans une politique régionale pour faire de l'animation des bassins. Les risques, et j'aurais terminé, il y a une question, c'est est-ce qu'il faut finalement élargir, c'est-à-dire mettre ensemble les PTCE, les tiers-lieux, enfin il y a beaucoup d'expériences, ou est-ce qu'il faut garder finalement une espèce d'identité assez forte de celle qu'on avait définie ensemble au début et qu'on avait mis dans la loi de 2014. Moi, je suis favorable à garder une identité assez forte des PTCE autour de quelques points clés, notamment de la coopération. Mais ça peut se discuter, et il peut y avoir certaines structures qui auraient envie de se rapprocher des PTCE. Bon, parmi les points, les risques, il y a le fait qu'on n'a pas de soutien des pouvoirs publics durable, donc c'est très difficile de se projeter. Et c'est pour ça qu'une des propositions qu'on fait, c'est d'avoir des conventions pluriannuelles d'objectifs. Plutôt que des appels à projets genre concours de beauté, c'est qu'il y ait des conventions pluriannuelles d'objectifs sur 3 ans ou 3 à 5 ans, qui permettent au PTCE de se projeter dans l'avenir et de construire des choses de façon durable. Et enfin, un dernier point dont on parlera tout à l'heure, c'est que vous vous souvenez qu'on voulait avoir une cellule d'animation nationale. Finalement, Odile Kirchner, qui était à l'époque déléguée interministérielle, est partie. Il n'y a pas eu de création de cellule d'animation nationale. Or, faire fonctionner
quelque chose comme les PTCE sans cellules d'animation est très difficile. Moi, je suis administrateur de territoire zéro chômeur de longue durée et je vois que territoire zéro chômeur de longue durée, il y a une structure, il y a une association qui fait un énorme travail d'animation, hein, où il y a quand même Louis Gallois et Thierry Grand-Guillaume qui sont très actifs, qui réunissent les territoires zéro chômeur, ils envoient de la documentation, ils envoient des outils de travail. Bon, nous, on n'a pas du tout ça pour l'instant et donc finalement, les PTCE sont un peu isolés sur le territoire, chacun dans leur coin, à essayer de trouver les solutions. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie un peu diagnostic et je vous renvoie au rapport pour plus de renseignements, notamment des renseignements chiffrés que je n'ai pas voulu mettre ici pour ne pas trop alourdir l'exposé. Je peux poser une question? Oui, Oui, Gérard Reut. Juste une question courte. Nous, on a fait des choses dans le cadre de French Impact avec un comité territorial. Donc, je voudrais voir le lien que vous pouvez voir entre ce qu'on a pu faire, ce qui a pu être fait dans le cadre de French Impact et les PTCE. Donc, on s'interroge, on était French Impact, on a fait à peu près les choses que vous définissez là, dans le cadre d'un comité territorial avec tous les acteurs. Bon, j'ai bien cru comprendre que l'État change encore son fusil d'épaule. Dit maintenant le French Impact, on ne sait plus, et puis on va faire relancer les PTCE. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller sur le sujet ou nous dire quelques mots sur ça? Bah, écoutez, moi, ce que je sais, c'est qu'effectivement, quand j'ai vu Olivia Grégoire, en termes polis, elle m'a dit que French Impact, c'était pas sa tasse de thé. Déjà, le fait que ce soit en anglais, ça lui paraissait pas la meilleure signature. Dans le même temps, ce que je comprends, c'est que l'association French Impact a réussi à trouver de l'argent, y compris d'acteurs privés. Donc, le budget de French Impact ne dépend pas que du budget de l'État, mais ils ont de l'argent de grandes entreprises au jour d'aujourd'hui. Et donc, moi, ma suggestion, ce serait, on ne va pas faire la guerre, se tirer dessus. Donc, essayons d'être intelligents et de faire converger ce qui peut converger. Moi j'ai été sceptique sur French Impact parce que déjà, je ne vois pas le périmètre, si vous voulez, d'intervention. Il y a des territoires French Impact qui sont tellement vastes que je ne comprends pas la notion de proximité pour agir. Là, vous avez vu que dans les PTCE, en fait, on a une échelle communale, intercommunale, donc les liens sont forts, on se connaît, on peut faire des choses. Quand on est à des échelles aussi vastes que certains territoires French Impact, ça me paraît relativement plus compliqué. Mais je pense que les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Et à la sortie, il restera sans doute plus qu'un seul dispositif, fait pas deux. Et juste peut-être, Hugues, si je peux me permettre, juste par rapport à French Impact, c'est vrai que French Impact Territoire, dans le cahier des charges, enfin en tout cas, nous, ça nous semblait assez proche de la démarche des PTCE, mais la difficulté par rapport à French Impact, c'est que c'est uniquement une démarche de labellisation de l'État de certains territoires, alors que l'intérêt de la dynamique des PTCE qui a préexisté à la loi 2014, c'est que c'est d'abord une dynamique d'acteurs dans les territoires et qui peut ensuite être soutenue aussi bien par l'État avec les appels à projets qu'il y a eu, mais aussi par les collectivités locales, les régions, les départements. Et c'est ce qu'on verra après. Enfin, les PTCE peuvent vraiment être appropriés par tout le monde, alors que French Impact Territoire, c'est quand même un label État. Juste pour donner juste notre expérience, hein, effectivement, notre premier objectif, c'était de faire travailler ensemble, de répondre à un certain nombre de choses, mais surtout de faire travailler ensemble tout un tas d'acteurs qui jusque-là ne travaillent pas ensemble. Donc, je me souviens, quand on avait lancé les choses, on avait dit qu'on ait le label ou pas, finalement. Bon, si on l'a, c'est tant mieux, mais si on ne l'a pas, l'essentiel, c'est de mettre ensemble, dans un comité territorial, tous les acteurs. Donc, je pense qu'on est, et à l'échelle intercommunale, évidemment. Voire de temps en temps, ça déborde, parce que quand, par exemple, on fait des questions sur les ressourceries, généralement, le syndicat avec lequel on travaille, il a un périmètre qui dépasse la question d'une intercommunalité. Donc, il faut quand même, je crois, être assez souple sur ces questions. Mais bon. Moi j'ai l'impression quand même que, mais je dis pas ça de manière critique, hein, mais j'ai l'impression quand même que PTCE, c'était bottom-up, c'est-à-dire ça partait de projets de territoire, de gens qui bossaient ensemble, et que French Impact, ça a plutôt été un label qui a été mis sur la table et qui, du coup, a suscité des vocations
de gens qui se sont dit, bah, tiens, il y a un label, pourquoi ne pas y aller, etc. Moi, je crois beaucoup plus aux démarches qui partent de la société civile, des collectivités locales et qui se construisent pas simplement parce qu'il y a un appel à projet au niveau national. Et je redis que sur les 74 PTCE existants aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de fric de l'État, alors que ça avait été lancé par 2 appels à projets de l'État, ça continue quand même. Donc, ça veut dire que c'est capable de fonctionner uniquement à partir des ressources, disons, des acteurs locaux. Il y avait très peu d'argent sur French Impact. D'ailleurs, au départ, ce qui nous avait été dit, c'était de dire en gros, on vous aidera simplement, éventuellement, à lever des barrières réglementaires ou des choses sur les expérimentations. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que pour nous, ça a été vraiment un prétexte d'une certaine manière pour effectivement faire du bottom-up. Tant mieux, tant mieux. Bravo, c'est très bien. Peut-être qu'on peut laisser la parole à Pierrotte, parce que justement, sur Ouais, le exactement. territoire de Strasbourg, il y a à la fois un PTCE Kaléidoscope et en même temps, c'est aussi un territoire French Impact. Voilà. Donc, La synthèse est dans l'échange et dans la conversation, mais je propose en effet que Pierre fasse la déclinaison de terrain de ce que Hugues vient de nous rappeler sur la vivacité du PTCE de l'Eurométropole Strasbourg. C'est vrai que la transition était toute trouvée, puisqu'à Strasbourg, on a effectivement ce pôle territorial de coopération économique et on est également territoire French Impact après avoir été capitale européenne de l'EFS en 2019. Donc, c'est une vieille histoire entre Strasbourg et l'ESS. Peut-être passer à la slide suivante. Je vais passer assez vite sur les premières slides pour poser un peu le contexte. On avait le bâtiment COP qu'on voit là, c'est notre COPé local, hein, notre coopérative de consommateurs. Très belle entreprise coopérative qui a fermé ses portes il y a quelques années et 9 hectares, 88 000 mètres carrés en bordure du Rhin et près de l'Allemagne. Un lieu à réhabiliter avec une très grosse opération immobilière, 40 000 mètres carrés dédiés aux activités économiques. Donc ça, c'est le contexte territorial et en même temps, depuis au moins 10 ans, une revendication forte des acteurs de l'économie sociale et solidaire du territoire, notamment portée par la CRES, d'avoir une maison de l'économie sociale et solidaire pour donner de la visibilité, à la fois donner de la visibilité à l'ESS, être un lieu de formation, un lieu d'accueil, un lieu d'accompagnement de porteurs de projets. On peut passer à la slide suivante. Non, on revient à la précédente. Juste, voilà, donc le projet aujourd'hui, tel qu'il se présente en lieu et place de l'ancienne COP avec ses bâtiments de production, et on a gardé la cheminée historique à 1 kilomètre de la frontière rhénane, création d'un bâtiment, de nouveaux bâtiments dans lesquels va s'installer Kaléidoscope. Slide suivante, s'il te plaît. Kaléidoscope, qui est donc un PTCE à l'alsacienne, c'est-à-dire un peu différent, c'est un pôle transfrontalier de coopération économique. Le label PTCE a été obtenu dès 2015. Il y a 2 ans, enfin un peu plus d'1 an, en novembre 2019, création d'une société coopérative d'intérêt collectif, la SAS Kaléidoscope, avec un capital, peu importe, de 92 000 €. 6 collèges. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un collège institutions publiques dans lesquels on trouve à la fois la ville de Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg, qui est donc la Comcom de Strasbourg, et la ville de Kehl, donc deux acteurs français, un acteur allemand, qui sont rentrés chacun au capital de la SIC à hauteur de 10 000 €. Et le président de la SIC, Peter Kleiss, est allemand et il est directeur d'un organisme de formation à Kehl. Et donc, pour nous, Strasbourg, ancienne municipalité ou municipalité actuelle, la dimension transfrontalière est très importante et on est très fiers d'avoir un président allemand pour un PTCE français. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà à peu près, donc en bas à droite, l'état des lieux avant le démarrage des travaux.
et en graphique et en projection ce que ça va devenir par la suite. Les travaux vont démarrer et l'ouverture du lieu est prévue au printemps de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver 1300 mètres carrés d'espace de travail partagé pour les futurs colocataires. Donc, les futurs colocataires sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui vont venir installer le siège de leur structure et leur bureau là, ici. Un espace de coworking de 300 mètres carrés, des salles de formation, un lieu d'accueil et de convivialité, un café, j'insiste sur l'orthographe de café, comme le fait Peter Kleiss à chaque fois qu'il parle de kaléidoscope, c'est ni français ni allemand, c'est un savant mélange des deux langues pour obtenir ce café, et 500 mètres carrés réservés aux vitrines de l'ESS qui seront un lieu de mise en avant et de vente pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, merci. Donc, vitrine de l'ESS, on va y trouver des produits de l'achat responsable, 11 structures de l'ESS qui vont louer des locaux d'une surface qui va de 10 mètres carrés à, je crois, 90 mètres carrés pour les plus grands, et qui seront ouvertes à l'achat, à la démonstration, à des animations et surtout une vie collective autour de ces 11 structures de l'ESS, plus celles qui seront locataires, plus ceux qui viendront en coworking, et surtout une ouverture aux habitants et tout un travail qui est fait aujourd'hui pour mettre ce lieu en lien avec le quartier dans lequel il se situe, qui est le quartier du Port du Rhin, qui est le QPV, le plus petit, un des plus petits de Strasbourg, avec moins de 2500 habitants, avec un taux de pauvreté qui explose dans ce quartier qui pendant longtemps a été complètement délaissé. Donc un lieu aussi coopératif de développement de lien social très fort. Slide suivante, s'il te plaît. Le projet a été coporté par 3 copilotes depuis le début, la Maison de l'Emploi et de la Formation de Strasbourg, avec tout son savoir-faire pour tout ce qui touche emploi et compétences. Coproduction, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, qui est la tête de la holding des coopératives d'activité et d'emploi sur Strasbourg. La première CAE a vu le jour à Strasbourg il y a presque 20 ans aujourd'hui, Art en réel, et c'était la première en France dans le secteur culturel et artistique. 2 autres CAE ont vu le jour dans les services à la personne et dans les services aux entreprises, et les 3 se sont regroupés dans coproduction qui assure la gestion, l'animation et promotion et accompagnement à la diffusion de la coopération sur le territoire de l'Eurométropole et plus généralement sur le Grand Est. Et troisième copilote, la Crèce Alsace, avec une orientation très forte sur l'innovation sociale, puisqu'on a mené il y a quelques années des travaux en parallèle à ceux de la VISE sur l'innovation sociale. Kaléidoscope, c'est quoi? C'est donc un pôle transfrontalier de coopération économique dans l'objectif de développer les services innovants en direction des habitants, des entreprises et des porteurs de projets du territoire de l'Eurométropole autour de 5 objectifs: lieu d'accompagnement pour les créateurs d'entreprises, lieu de coopération entre les acteurs de l'emploi et les entrepreneurs, lieu de développement de l'emploi à l'échelle transfrontalière, promotion, valorisation de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale, et un lieu de participation des habitants. Slide suivante. On fait le lien avec French Impact. Kaléidoscope est référent du label French Impact. Donc chez nous, French Impact, avec une implication très très forte de la collectivité autour de l'obtention de ce label et du travail fait d'animation autour des questions d'innovation sociale. Donc pour nous, French Impact, on décline ça sur devenir un territoire 100% apprenant pour les acteurs du territoire sur 3 thématiques principales: la transition écologique, l'inclusion par l'accès à l'emploi et par l'entrepreneuriat, et les questions d'amélioration de santé et du bien-être. Kaléidoscope, en tant que PTCE, est l'un des 5 référents, et Kaléidoscope, ça sera pour nous le lieu totem de l'innovation sociale
sur Strasbourg et on l'espère bien sur le Grand Est. Slide suivante, alors c'est là où ça devient plus intéressant aussi, ou très intéressant, c'est sur la mobilisation de la collectivité au-delà de la volonté politique d'accompagner le développement du PTCE, d'accompagner le développement de l'ESS, et c'est une volonté politique qui existe depuis au moins 2-3 mandats précédents, renforcée sur ce mandat-là. Mais au montage de l'opération, donc il y a une SPL qui gère, une société publique locale des Deux-Rives qui gère l'ensemble de l'opération immobilière sur le site de la COP, qui a intégré Kaléidoscope, qui a sélectionné son promoteur, donc 3B, qui est un promoteur immobilier, qui réalise le clos couvert. Intervient ensuite, alors c'est une particularité locale, une société d'économie mixte qui s'appelle Locusem, qui a été créée il y a 7 ou 8 ans, et dont l'objectif est d'accompagner les TPE, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les petits commerçants sur les questions d'immobilier. Et le QSEM vient d'être recapitalisé à hauteur de 4 millions d'euros d'apport de l'Eurométropole de Strasbourg et de la ville de Strasbourg fin 2020. Donc c'est un outil important pour nous de développement économique et de développement particulièrement de l'ESS. C'est l'OQSM qui achète les locaux de Kaléidoscope auprès du promoteur immobilier en VFA, en vente en état de futur achèvement, 3 millions, un peu moins de 4 millions d'euros, et il y a un bail qui est passé avec Kaléidoscope qui loue les locaux à 86 euros hors taxe du mètre carré. Modèle économique qui sera maîtrisé, on le verra tout à la fin, par les différentes activités, les différentes prestations de services que vendra le PTCE. Slide suivante, la maîtrise d'ouvrage du second œuvre est complètement portée par Kaléidoscope, qui est en train de travailler, qui vient de choisir le cabinet d'architecture et les entreprises qui vont bosser sur le second œuvre. Le coût de l'opération est de 3 millions d'euros, et ces 3 millions d'euros seront pris en charge à 50% par un programme interreg du FEDER et à 50% par les collectivités. Et donc, vous voyez le montant d'engagement des collectivités, 550 000 euros pour la ville de Strasbourg et autant pour l'Eurométropole, 200 000 euros de la région Grand Est, 30 000 euros du défunt conseil départemental du Bas-Rhin, transformé maintenant en collectivité européenne d'Alsace, mais pour autant, ça n'a pas encore augmenté le montant de son investissement. La ville de Kehl, qui est quand même une toute petite ville, 15 000 euros, et la valorisation du travail accompli depuis le début à 155 000 euros. C'était pas sans poser de questions, si tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, c'était pas sans poser de questions sur comment la collectivité peut s'engager à hauteur de plus d'1 million d'euros de prise en charge des investissements, comment la collectivité peut s'engager de manière durable dans le financement de fonctionnement dans la durée d'une entreprise privée, fût-elle société coopérative. Et donc, la solution, tu peux passer à la slide suivante, la solution pour nous a été par la mise en place d'une convention de mandatement SIEG, donc un service d'intérêt économique général, qui est donc un dispositif de financement autorisé et mis en place par l'Europe, qui permet à une collectivité de financer une entreprise dans la durée en sortant du champ de la concurrence parce que cette entreprise porte une activité économique d'intérêt général. Et donc, nous avons travaillé sur la mise en place de ce SIEG autour de 4 obligations de service public qui sont imposées à Kaléidoscope. Première obligation, développer l'innovation sociale sur le territoire de l'Eurométropole. Deuxième obligation, développer un lieu de ressources de coopération transfrontalière. Troisième obligation de service public, mettre en place un accompagnement structurant sur la transition écologique et sociétale, et notamment en travaillant sur les nouvelles organisations du travail. Et là, on pense à tout ce qui découle, notamment des coopératives d'activité et d'emploi, avec les coopératives services de jeunesse, etc.
Et quatrième obligation de service public, définir un positionnement différenciant de la cafétéria et de la vitrine de l'ESS en lien avec les 3 premières obligations de service public. On peut passer à la suivante. Et la mise en place de cette convention de mandatement SIEG a nécessité la mise en place d'une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage, parce que c'est un truc très, très compliqué à mettre en place, moins juridiquement que techniquement. C'est un SIEG qui porte à la fois sur les investissements, on l'a vu, pour 1 100 000 euros de financement de la ville et de l'Eurométropole, et sur le fonctionnement futur du lieu, uniquement sur la partie obligation du service public. On n'intervient pas du tout sur la partie, je dirais, entrepreneuriale, commerciale, vente de services de Kaléidoscope. Ça, c'est leur activité purement entrepreneuriale. Nous, on intervient sur la partie obligation de service public. On a déjà financé à hauteur de 545 000 euros depuis 2015 entre Ville, Eurométropole et le FSE, toute la partie montage par les 3 copilotes. Une convention de mandatement SIEG qui détermine donc des obligations de service public qui sont eux-mêmes liées à des indicateurs d'évaluation très précis et des contrôles importants de l'atteinte ou non de ces indicateurs, puisque le financement dans le cadre d'un SIEG, c'est pas une convention de subvention habituelle, c'est un financement sous forme de compensation des coûts de mise en œuvre, des surcoûts liés à la mise en œuvre des missions d'intérêt général. En gros, Kaléidoscope va avoir une activité de vente de prestats de services en location de bureau, en animation, etc., qui apparaîtra dans ces comptes. Et à côté, pour les obligations de service public, il y aura un surcoût lié à leur mise en œuvre en termes de personnel, en termes d'investissement et de fonctionnement des opérateurs composants Kaléidoscope. Et il va falloir qu'ils démontrent la nature des surcoûts, la qualité des surcoûts, et le contrôle est fait sur le fait que la compensation des surcoûts n'entraînera pas un résultat bénéficiaire exagéré, puisqu'il y a un plafond, on ne peut pas aller au-delà de 5% de résultats, de marge dégagée sur le résultat avec la compensation des coûts de financement. Donc, c'est un modèle juridiquement sécurisé, économiquement intéressant, parce qu'il permet à la collectivité de s'engager dans la durée sur le soutien au fonctionnement et lui permet de s'engager aussi sur le financement de l'investissement. Après, le modèle économique de Kaléidoscope, le plan de financement, repose sur la gestion du café qui sera délégué à un opérateur externe, la location du bureau, la location de salles événementielles, de salles de réunion de formation et des espaces vitrines de l'ESS, 10, 25 ou 50 mètres carrés. À ça, je rajoute un projet de conciergerie pour les occupants de Kaléidoscope, mais aussi pour toute la zone industrielle qui est à côté. Et à moins d'1 kilomètre de Kaléidoscope, on a le port autonome de Strasbourg, qui avec 13 000 salariés est le premier employeur de la ville. Et on a Kaléidoscope en train de réfléchir au développement d'une conciergerie qui pourrait intervenir aussi sur le port. Voilà rapidement et en synthèse présenté Kaléidoscope, le pôle transfrontalier de coopération économique. Merci beaucoup, Pierre. Je propose qu'on continue peut-être sur les présentations pour ouvrir ensuite la discussion. Elle est déjà courte sur le chat où il y a pas mal d'interventions. Je rassure d'ailleurs Jean-Marc, hein, tout le monde s'intéresse à RICOP, il n'y a pas de souci. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre occasion. Je vais laisser Anne-Laure le soin de présenter le travail qui avait été fait en 2016 par le RTS sur les PTCE, et puis après on ouvrira les réactions et les discussions de manière bien ordonnée, bien ordonnée. Ok, merci Pascal. Alors, assez rapidement, on a vu un exemple d'articulation vraiment très étroite entre la collectivité locale et les PTCE. Ce n'est pas le cas pour tous les PTCE. On avait réalisé donc au sein du RTES
une étude en 2016 sur les liens entre les collectivités et les PTCE, donc au travers à l'époque on avait identifié 75 pôles qui sont, je pense, on n'a pas complètement superposé nos cartes, mais à peu près ceux qui sont aujourd'hui. Et on avait on a vu 52 réponses exactement de pôles qui avaient répondu. Dont certains étaient lauréats des appels à projets de l'État, ceux qu'on voit avec un fond rouge ou vert, et les autres étant des PTCE n'ayant pas été lauréats de l'appel à projet État, mais se reconnaissant dans la charte des pôles territoriaux de coopération économique. Le point principal de l'étude qui avait été réalisée, c'est qu'on avait 80, donc en 2016, 90% des projets avaient un lien avec entre 2 et 6 partenaires publics. Collectivités locales ou État. Parmi les collectivités locales les plus présentes, sans surprise, c'était les régions et les intercommunalités, compte tenu notamment de leurs compétences développement économique, qui intervenaient auprès de 3/4 des projets. Mais un élément intéressant de l'étude qui nous avait surpris à l'époque, c'est que les départements étaient aussi assez fortement présents, puisque les départements intervenaient en soutien auprès de la moitié des pôles territoriaux de coopération économique. Les villes étaient également des partenaires importants de ces pôles territoriaux de coopération économique. Et donc là, on avait fait une petite synthèse, mais voilà, qui date un petit peu des montants mobilisés par les différents niveaux de collectivités locales. Le point important par rapport à l'étude, c'était donc dans la ligne de 2016, c'était alors ce qui avait été mis en évidence à l'époque, c'était l'importance de renforcer les aides à l'amorçage sur le temps long, donc ce qui a été confirmé par l'étude plus récente du labo, mais ce qui avait déjà été identifié à l'époque, c'est que les phases d'amorçage étaient relativement facilement financées, mais qu'ensuite, l'animation un peu dans la durée du pôle était un point sur lequel les collectivités devaient pouvoir accompagner cette animation dans la durée. Il y avait également donc un effort de structuration administrative, financière et démocratique, donc sur l'aspect de l'animation de la coopération qui a été évoqué, qui pouvait aussi être un sujet d'accompagnement de par les collectivités locales. Et ce qui corrobore également ce qu'indiquait Uxibil, c'était une démonstration, alors on avait indiqué une démonstration de l'utilité sociale qui reste à faire, mais en tout cas, il y avait à l'époque, les retours des collectivités locales étaient à la fois un intérêt pour la démarche, mais par contre, une attente importante par rapport à l'impact social ou l'utilité sociale, par rapport en tout cas à l'impact de ces pôles territoriaux de coopération économique qui donc à l'époque en étaient à leur début. Les collectivités sont présentes ou étaient présentes à deux moments principaux, au moment de l'émergence des pôles. Et là, ce qu'on avait pu mettre en évidence, c'est que les collectivités, élus et techniciens avaient un rôle très important que Gérard Reude a présenté aussi tout à l'heure, un peu de repérage et de mise en lien des acteurs du territoire, avec la capacité de lire et cultiver son territoire, donc de voir les besoins, de repérer les initiatives. Et donc ce travail de mise en lien était un rôle important, sans aucun doute, des collectivités, avec des formes d'action qui peuvent être par exemple des événements et des forums dont certains avaient donné naissance à des pôles territoriaux de coopération économique, ou dans la durée des espaces de concertation avec les acteurs pour construire ensemble la politique publique. Et l'exemple de Strasbourg, Pierre n'a pas pu tout présenter, mais il y a aussi cette démarche importante de co-construction de la politique dans la durée. La deuxième étape où les collectivités jouent un rôle important, c'est la phase d'accompagnement du projet. Donc l'amorçage, après l'émergence, vraiment l'amorçage, avec quelques points à souligner, c'est l'importance, quand ça fonctionne bien,
les collectivités ont la capacité vraiment de mobiliser à l'interne des compétences techniques qui sont extrêmement importantes pour les PTCE. Ça peut être des compétences techniques, par exemple, sur les questions de lieux, d'accès au foncier, d'aide au montage juridique. Et c'est souvent des apports des collectivités qui peuvent être sous-estimés et qui sont pourtant déterminantes dans la réussite de nombre de pôles territoriaux de coopération économique. Dans un certain nombre de PTCE à l'époque, on avait identifié le rôle possible des agences de développement économique, des différents types d'agences qui avaient pu jouer aussi un rôle important dans peut-être par leur souplesse un peu plus importante que la collectivité pour accompagner ces PTCE. Le dispositif local d'accompagnement a été un outil qui a été utilisé pour accompagner les dynamiques. Et puis, un des enseignements importants, hein, c'est l'importance d'accompagnement dans la durée et qui soit suffisamment souple pour s'adapter aux différentes phases du projet, puisqu'un constat qu'on a fait aussi, c'est que le développement des PTCE n'est pas un développement linéaire, mais avec des phases différentes, des phases d'accélération, des phases de sommeil parfois, et que ça demande aussi côté collectivité une adaptation de l'accompagnement dans la durée. Le lien avec les politiques publiques, Hugues a rappelé la reconnaissance de la part de l'Europe. On a eu dans la phase encore actuelle des programmes opérationnels FEDER et FSE, quelques régions qui avaient inscrit le soutien au PTCE dans leur programme opérationnel. Et puis, aujourd'hui, on a pu identifier que dans 13 des schémas régionaux de développement de l'économie des SR2I, les PTCE en tant que tels sont inscrits dans 9 des 13 SR2I. Il y a un point de progrès important qui peut être fait par rapport au schéma régional d'aménagement et de développement durable, où aujourd'hui, les PTE sont peu repérés. Mais en tout cas, on avait en 2016, alors aujourd'hui, connaissance côté collectivité, il n'y a pas eu d'amélioration importante, hein, du fait notamment du manque du portage d'une politique nationale, mais par contre, on a déjà des prémices d'inscription des PTCE dans des politiques publiques locales. Et puis à l'époque, on avait fait un petit zoom sur trois points qui nous semblaient importants. C'est la question de la transversalité au sein des collectivités locales, parce que s'il y a un point d'attention dans les relations PTCE, collectivités locales, c'est que les PTCE sont souvent un peu par nature transversales, ou en tout cas sont en lien avec plusieurs services de la collectivité locale, et que la collectivité n'est pas toujours armée pour pouvoir apporter un soutien transversal à des projets, et qu'on avait pu voir que dans des collectivités de plus petite taille, la transversalité était à la limite plus facile, et donc une implication de la collectivité peut-être aussi importante dans des petites collectivités locales. Mais voilà, que les PTCE à la fois nécessitaient une transversalité et en même temps que ça pouvait être, hein, enfin on l'avait vu par exemple avec la région Nouvelle-Aquitaine, hein, enfin la région Aquitaine à l'époque, le PTCE peut aussi être un accélérateur de la transversalité au sein de la collectivité locale, en amenant les différents services, là pour le coup c'était alimentation, numérique, à travailler ensemble. Hein. Le deuxième zoom qu'on avait fait, c'était sur la question des lieux, donc bien avant l'importance des tiers-lieux, mais effectivement, on avait identifié déjà qu'un certain nombre de PTCE, le lieu avait été vraiment un levier important pour la dynamique de la coopération, avec à la fois l'aspect visibilité, l'aspect coordination, et puis que le lieu était aussi un levier d'implication des collectivités locales, et on a vu la démonstration avec Strasbourg, et avec la mobilisation d'outils de la collectivité type société d'économie mixte, pour faciliter l'émergence de ces lieux. Et puis on avait aussi fait un petit zoom sur les spécificités du milieu rural, avec à la fois quelques très belles réussites de PTCE en milieu rural, caractérisées notamment par une implication citoyenne particulièrement importante, et aussi quelques freins qui avaient été identifiés.
Voilà, et on a, et qui je pense sont encore aujourd'hui, essayer d'identifier des leviers à disposition des collectivités locales. Donc la dimension pédagogie sur l'ESS, faire comprendre ce qu'est l'économie sociale et solidaire. L'inscription des pôles dans les différents cadres contractuels, hein, donc au niveau région, mais aussi intercommunalité, métropole et communes. La question de la transversalité à l'intérieur des collectivités locales et la question de la coopération entre collectivités locales. Parce que les PTCE sont aussi souvent l'articulation de différents échelons de collectivités locales. Les démarches de concertation territoriale pérenne avec les acteurs de l'ESS qui facilitent l'émergence de ces démarches de coopération. Le fait de pouvoir que la collectivité puisse s'appuyer sur des projets d'aménagement urbain pour pouvoir favoriser l'émergence de ces pôles. L'importance du soutien à l'emploi et aux fonctions de coordination et de recherche et de développement des projets. Et puis la mobilisation des compétences internes de la collectivité locale. Voilà, rapidement, quelques éléments qui sont issus d'une étude, hein, je rappelle, qui a été menée en 2016, qu'on n'a pas encore réactualisée, mais voilà, peut-être que ça peut faire partie aussi des coopérations qu'on peut avoir avec le labo. Merci beaucoup, Anne-Laure. Bon, je pense qu'on a maintenant une photographie très précise entre celle réalisée à l'époque par le RTES, celle qui nous a été donnée tout à l'heure par Hugues, plus actuelle du labo, et puis le point d'éclairage sur Strasbourg. Je propose qu'on ouvre la discussion, en sachant que comme je ne maîtrise pas la prise de micro, la censure sera technique, elle ne sera pas politique. Normalement, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent ouvrir leur micro. Voilà, donc allez-y, puisque c'est déjà assez fourni sur le chat de conversation, j'imagine que ça le sera aussi. On va se donner un petit temps de discussion avant de nous projeter sur ce qui nous attend dans les semaines et mois qui viennent pour participer à cette relance des PTCE. Alors, sans vouloir monopoliser la parole, Pierrot, je vais juste prendre la parole pour rajouter peut-être un 9e levier à ce que vient de présenter Anne-Laure, c'est le levier de la commande publique. On pense très sérieusement que la commande publique est le premier levier de développement de l'économie sociale et solidaire, et que un usage intéressant et orienté de la commande publique au travers des clauses et de tout ce qu'on peut y mettre peut favoriser le développement de PTCE. Et d'ailleurs, à Strasbourg, on s'interroge, puisqu'on a un gros levier qu'on va commencer à actionner dans notre nouveau mandat, qui est celui de la réhabilitation énergétique de 8000 logements et bâtiments publics par an pendant la durée du mandat. Et on commence à travailler sur l'hypothèse de monter un PTCE filière dédié à des coopérations entre acteurs de l'ESS, organismes de formation, monde classique de l'économie, autour de ces nouveaux métiers de la réhabilitation énergétique. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Pierre. Je pense qu'on sera tous d'accord pour accepter cet amendement complémentaire au vu de l'importance de la commande publique, en effet. Je suis frappé par, bon, Pierre, tu l'avais déjà expliqué, mais je trouve que vous avez là, sur Strasbourg, quand même quelque chose qui a une cohérence, je dirais même une puissance de frappe qui est vraiment tout à fait considérable, y compris en termes d'appareillage juridique et financier. Je ne sais pas comment vous avez travaillé avec les services de la ville, mais c'est quand même des montages assez complexes. Je sais qu'il y a des endroits où les services juridiques des villes, par exemple, sont un peu affolés quand on leur parle de sigles qu'ils ne connaissent pas, de PTCE, de SIC, tout ça. Donc là, je trouve que vous avez une longueur d'avance, Strasbourg, qui est vraiment utile et qui doit être peut-être servir un peu de porte-drapeau peut-être pour d'autres. Mais ça montre en même temps la diversité quand on dit PTCE, parce que quand on voit les chiffres que tu donnes sur ce que vous faites à Strasbourg, et ce que peut être un petit PTCE local sur un petit bassin, tout ça s'appelle PTCE, mais en fait,
avec quand même des tailles et des enjeux qui sont extrêmement différents. Donc, ce qui me semble invariant dans tout ça, c'est quand même l'idée de système de coopération avec des acteurs qui, quelle que soit l'échelle de ce qu'ils font, vont faire ensemble un certain nombre de choses qu'ils n'auraient pas pu réaliser tout seuls. Et de ce point de vue-là, Pascal, j'aurais assez envie, parce que tu n'as pas exprimé, mais moi, il me semble que dans la première étape, finalement, c'est un peu l'État qui a, à travers ses appels à projets, donné une visibilité à ces PTCE, puis il l'a inscrit dans la loi. Moi, je pense qu'on a besoin d'une relance maintenant. On va en parler, mais avec un nouvel affichage politique. Les pouvoirs publics disent c'est un bon outil, allez-y, etc. Mais il me semble qu'il y a une partie des choses qui se jouent à l'échelle régionale. C'est-à-dire le maillage finalement pour qu'il y ait du transfert de savoir-faire entre les PTCE, peut-être des outils communs qui soient mis en place. Et ça m'intéresserait de t'entendre, de savoir comment tu vois là dans la relance des PTCE le rôle que les régions pourraient jouer, qui n'était pas le cas dans la première étape. Oui, je vais aller vite. Je ne sais pas s'il y a d'autres collègues d'autres régions qui pourront compléter, hein, mais nous, on fait partie des régions qui avons, par rapport au diagnostic rappelé par Anne-Laure, qui avons maintenu le soutien au PTCE, y compris celui de Sud-Aquitaine que tu connais bien. D'autres, au vu du désengagement partiel de l'État, ont créé des alternatives avec d'autres sigles et tout ça. Ça fait l'objet de la discussion au sein de la commission ESS de Région de France, pour au final dire qu'il était important d'avoir un même label à l'échelle nationale, qu'il fallait peut-être respécifier, redéfinir, requalifier, repréciser ce qu'on entendait par PTCE. On a accompli ce travail grâce à ton intervention en commission notamment. Mais là, je crois qu'en effet, et on y reviendra peut-être sur la présentation que tu vas faire dans les perspectives, les régions ont bien entendu un rôle important, d'autant plus qu'on est dans une phase préélectorale éventuelle. Tant qu'on n'a pas les dates, on ne va pas le dire, mais et qu'au niveau du RTES, on va mettre au point, de la même manière qu'on l'avait fait pour les municipales, un kit, et je pense que l'accompagnement des PTCE fera partie des fiches actions importantes de ce kit pour le SS aux prochaines élections régionales. Peut-être, il y a une question, effectivement. Voilà, Madame Nguyen de Miramas, je voulais justement vous passer la parole, parce que vous avez posé une question dans le chat. Hein. Oui, merci. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, merci. Oui, donc Miramas, dans les Bouches-du-Rhône, effectivement, la question était comment se faire identifier, enfin repérer en tant que PTCE, puisque nous, sur la ville de Miramas, on est très versé sur la question de l'économie sociale et solidaire et qu'on a impulsé la création de 2 PTCE. Un qui est le PTCE Cap Zéro Gaspillage, qui traite des problématiques liées au développement durable, à l'organisation de filières, de biodéchets, de réemploi et bien d'autres. Et on a aussi un autre PTCE qui est un peu plus jeune, qui s'appelle Cap Sport, et dont l'objectif, c'est de voir comment le sport peut être un moteur de levier de développement sur un territoire. Voilà, donc c'est vrai qu'on est des PTCE, je dis on parce que je suis très impliquée dedans et que je suis partie prenante de ce dispositif, mais c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait rentrer dans les radars, parce qu'aujourd'hui on est un petit peu seul, me semble-t-il, sur les PTCE, enfin le sentiment hein, qu'on peut en avoir. On avait répondu en 2016 pour le premier PTCE à l'appel à projet, on n'avait pas été retenu malgré une très bonne candidature, à mon sens. Voilà, mais aujourd'hui, comment on peut rentrer dans ce giron? On essaye, nous, à côté de ça, de se fédérer autour des Bouches-du-Rhône, parce qu'il y a le PTCE Ressources qui est notre voisin, donc on essaie de créer des dynamiques inter-PTCE. Mais voilà, on le fait par le biais des bonnes volontés et c'est vrai qu'on aimerait un peu une structuration et être accompagné pour aussi déjà montrer notre existence et puis peut-être aussi montrer, par exemple, la région qui était très fortement investie auparavant sur l'économie sociale et solidaire, qui ne l'est beaucoup moins, qui a pris d'autres orientations. Voilà, c'est aussi comment on accompagne ces PTCE en dehors des collectivités, comment on les fait monter en compétences, comment on les identifie. Voilà, je vous ai livré ma pensée.
je ne sais pas, Hugues ou Marie, déjà sur l'identification PTCE, il y a une charte qui est disponible sur le site du labo de l'ESS et qui est aujourd'hui un outil important d'identification des différents PTCE. Peut-être également aborder, Hugues, la question de l'animation, parce que c'est une question clé du suivi de l'animation nationale, du suivi des PTCE. Alors, Marie, si elle veut, peut intervenir maintenant aussi, hein. Bon, moi, juste là-dessus, quelques mots. Premièrement, dans les propositions qu'on fait, on propose de conserver la charte des PTCE, mais de l'actualiser. C'est-à-dire de faire un travail collectif, mais d'avoir quelque chose qui permet de dire ce qu'est un PTCE et que les gens, finalement, aient un acte volontaire de s'identifier comme PTCE. Tout ça pourrait être discuté collectivement, mais moi, je suis réticent, si vous voulez, sur le fait qu'on mette un peu tout ensemble en disant oui, mais c'est un peu pareil. Voilà, donc tout est dans tout et réciproquement, et à la fin, finalement, on ne sait plus très bien ce qu'est l'identité de chacun. Donc, pour répondre à la première question, nous sommes favorables à ce qu'il y ait une charte des PTCE, que cette charte soit actualisée et qu'elle soit signée par toutes les structures qui se considèrent et revendiquent comme étant des PTCE. Deuxièmement, sur la partie animation, là, c'est quelque chose qui est plus complexe. Donc, c'est sûr que s'il n'y a pas d'animation nationale, on a du mal, mais il faudrait, c'est pour ça que je te posais la question, Pascal, aussi tout à l'heure sur l'aspect régional, c'est-à-dire qu'à mon avis, il faudrait d'emblée dire qu'on avance quand même sur deux jambes, des actions qui sont de l'animation nationale pour que l'ensemble de l'Hexagone soit, disons, irrigué, mais aussi des choses qui soient renvoyées plus précisément à un échelon régional de l'animation. Tout n'a pas besoin de remonter au niveau national en matière d'animation, me semble-t-il. Il y a des choses qui peuvent être au niveau régional. Moi, ma proposition serait de dire qu'on propose à Olivia Grégoire de faire un programme d'action pour relancer les PTCE. Ce programme d'action, en fait, il va définir un certain nombre d'actions, il va définir un agenda, il va définir des moyens, et il dira qui est en charge de quoi là-dedans, c'est-à-dire qui prend en charge telle ou telle partie du travail qui est à conduire. Plutôt que de dire, ben voilà, l'animation, c'est telle structure qui, en gros, maintenant, prend en charge la totalité de ce qui est à faire sur les PTCE, qu'on fonctionne nous-mêmes d'une certaine manière comme un pôle de coopération. Et que donc, il y a des travaux d'animation qui sont faits, qui peuvent être faits par Avise, d'autres qui peuvent être faits par le RTES, d'autres qui peuvent être faits par le labo, d'autres qui peuvent être faits, mais que tout ça soit à l'intérieur d'un programme qui fasse qu'on ait une transparence et une visibilité, une transparence y compris financière sur ce programme, et qui permettent, mettons, à la fin de l'année 2021, de dire on s'était donné des objectifs, où en sommes-nous de ces objectifs, comment est-ce qu'ils ont avancé, qu'est-ce qu'il reste à faire ou pas. Il y a une question quand même là d'ordre institutionnel qui pour moi n'est pas réglée. Peut-être que Sandra, si elle est encore là, peut dire des choses là-dessus. C'est que pour l'instant, c'est Olivia Grégoire, au titre de l'économie sociale, qui a manifesté son intérêt sur les PTCE, mais historiquement, c'était quand même l'agence de cohésion des territoires qui était assez active sur ce type de dynamique. Donc, il faut aussi savoir au sein de l'État qui pilote quoi, disons, au sein de l'appareil gouvernemental. Ça, pour moi, ce n'est pas entièrement clair. À l'intérieur de cette dimension d'animation, il y a un sujet spécifique qui est appel à projet, pas appel à projet. Dans l'enquête qu'on a fait, vous avez été assez nombreux à dire on ne veut pas ce que vous avez appelé appel à projet concours de beauté.
concours de beauté, ça veut dire il y en a un qui gagne, qui est le plus beau, et l'autre qui gagne rien parce qu'il considère qu'il est moins beau que le premier. Et donc, l'idée, ce serait d'avoir plutôt un système d'appel à manifestation d'intérêt continu, c'est-à-dire il n'y a pas une sélection avec un calendrier en disant vous devez avoir remis votre offre à telle date, il y a un jury, le jury sélectionne et puis il y a des gagnants et des perdants, mais c'est plutôt un principe de convention pluriannuelle sur la base d'un projet qui est présenté et qui apporte, je dirais au moins sur 3 ans, un financement public qui soit suffisant pour faire fonctionner le PTCE. Moi, j'ajoute une autre chose, c'est que pour une partie de ces PTCE, je trouve qu'on devrait promouvoir l'outil coopératif d'intérêt collectif, pas pour tous, mais pour un certain nombre des PTCE, notamment les PTCE qui ont des activités de prestation de services et qui ont des activités donc d'autofinancement parce qu'ils vendent des services. Et à ce moment-là, on devrait demander, par exemple, à la Caisse des dépôts, qu'il y ait des apports en fonds propres dans ces SIC. C'est-à-dire que ce ne soit pas que de l'appel à projet et de la subvention, mais qu'on dise, par exemple, tel PTCE qui a un projet intéressant, il a besoin d'être capitalisé pour les 3 ans qui viennent, et donc on lui fait un apport en fonds propres qui va lui permettre finalement de monter en puissance et de réaliser des choses, mais avec un modèle économique relativement vertueux, je dirais. Voilà. Donc, merci beaucoup. Hugues, je suis pardon. désolée. Pardon. Il y a quelques prises de parole souhaitées. Alors, notamment Patricia Andriot, au titre, je pense, de l'ANCT, et Bruno Fiallo de Grand Orly Seine-Bièvre. Patricia, si tu veux dire un mot peut-être sur la… Non, juste un mot pour répondre à Hugues, mais en fait, je suis élue et je suis plutôt là parce que je suis dans une communauté de communes qui a un pôle qui n'est pas labellisé PTCE. Voilà, mais il se trouve que je travaille à l'ANCT sur les ruralités. Alors, pour répondre à Hugues sur ce qui vient d'être dit, je pense qu'entre le passage du CGET à l'ANCT, la question des PTCE qui était un peu préemptée par French Impact s'est perdue de vue. Pour autant, l'ANCT vient de réaliser une étude sur le rôle de l'ESS dans les territoires fragiles, dont le dernier comité de pilotage a eu lieu cette semaine ou la semaine dernière, je me perds un peu, mais très récemment. Et puis, c'est un sujet qu'on vient, nous, de remettre à l'ordre du jour du cabinet du secrétaire d'État aux ruralités, parce qu'ils avaient été interpellés par French Impact. Donc, bon, c'est en train de réémerger. En tout cas, on essaie de le signaler, de faire ce qu'il faut pour que ce soit repris en compte. Et puis, on essaie de créer des rapprochements aussi entre le secrétariat d'État à l'ESS et la NCT sur le sujet. Et puis, juste aussi, il y a un outil qui est en ce moment aux mains des préfets et des présidents de PCI, ce sont les contrats de relance et de transition écologique, qui peut, pour les projets, pour les territoires où c'est le plus mûr, moi je vous inciterais bien à rappeler et aux préfets et aux présidents de PCE que les PTCE peuvent faire l'objet de financement et que ça serait heureux d'essayer de les inscrire dans ces contrats de ruralité et de transition écologique. Mais Patricia, sans reprendre la parole, moi j'ai été étonné et donc j'ai pris moi-même la peine d'informer le cabinet d'Olivia Grégoire sur les CRTE. Ils n'étaient pas au courant. C'est-à-dire qu'il y a quand même des tuyauteries qui sont assez étanches. Et donc, on a le risque, si tu veux, que d'un côté, Grégoire s'occupe des PTCE, mais sans finalement avoir les branchements sur les bonnes tuyauteries des budgets consacrés à la relance et à la transition. Donc là, c'est vraiment important qu'on échange entre nous et qu'on tire dans la même direction, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent public qui est mis sur le thème de la relance, mais à condition de savoir aller le chercher. Absolument. Oui, vraiment, absolument. Et bah oui, et d'ailleurs, suite à l'échange que tu as eu, moi j'ai eu Maxime Baduel du cabinet d'Olivia Grégoire, où on a reparlé largement des CRTE. Nous, ils sont maintenant dans la boucle et dans nos listes. Et donc, ils sont invités aux réunions d'info. Pour le moment, on ne les voit pas.
Donc, mais parce que je pense qu'ils Ouais. sont débordés, mais ouais, tu as bien raison avec ces questions de rebrancher. Après, je pense aussi que c'est en interne à Bercy où c'est le maire qui a un certain nombre d'infos et qui a pas, enfin, dans leurs priorités, c'est pas forcément les interlocuteurs ces sujets-là. Mais enfin, nous, on a en tout cas essayé, on fait du lobbying auprès du cabinet pour que l'ESS soit plus en visibilité dans ces sujets-là. Et il y a aussi une importance pour les Mais ton collectivités. constat est réel. Pour les collectivités d'inscrire l'ESS dans les CRTE qu'elles vont négocier. Et on organise justement pour accompagner les collectivités, informer et accompagner les collectivités, un webinaire le 26 février sur les CRTE avec Patricia et avec la DCF et Yannick Blanc, justement sur la façon dont les collectivités peuvent inscrire l'ESS dans leur CRTE. Et le cabinet de Jacques Grégoire est invité à cette rencontre et a priori, il participera. Moi, je voudrais juste redire là encore une chose, après je me tais, mais c'est qu'il faut que notre argumentaire 2021 sur les PTCE soit actualisé par rapport à ce qu'il était il y a 5 ou 6 ans. Enfin, moi, je suis convaincu que là, à l'automne prochain et en 2022, la situation économique, il y a toute une série de gens qui étaient sur des profils auto-entrepreneurs, travailleurs indépendants, etc., qui vont souffrir le martyre. Pour lesquels on va chercher des solutions. Il y a toute une partie de l'opinion maintenant qui est favorable à se dire qu'il y a des activités qui pourraient être relocalisées sur le territoire. Donc, il y a énormément de sujets pour lesquels la crise du Covid a été un révélateur et où le PTCE est une amorce de solution. Donc, il faut qu'on vende les PTCE aux différents interlocuteurs, que ce soit les préfets, les régions, la Caisse des dépôts, pour montrer que c'est un outil qui est adapté aux enjeux des années 2021, 2022, 2023 dans l'après-Covid. En fait, si je peux me permettre, nous on le… Enfin, bon, alors je parle pas à la fois pour la région, à la fois à titre personnel quand même. Moi, je pense qu'il faut vraiment inscrire les PTCE dans cette logique de reconquête durable des territoires, c'est-à-dire que là, on cherche de plus en plus à accompagner les territoires, mais dans une recherche d'autonomie de leurs propres ressources, c'est-à-dire que ne pas réfléchir uniquement sous l'angle du développement des entreprises dites classiques, enfin, du système productif classique, mais de regarder aussi les moteurs de développement qui sont propres à leur territoire. Dans les moteurs de développement, on a des revenus publics, on a des revenus sociaux, des transferts sociaux, on a des revenus pendulaires. Tout ça, c'est de la ressource qui pourrait être mieux captée par les territoires et réinjectée dans leur économie locale. Et là, on a peut-être des moyens d'agir parce qu'on a cette conscientisation de dire on a de moins en moins de fonds publics disponibles. Donc, il faut à tout prix que notre contribution en tant que bâtisseur de politique publique soit de ne pas mettre les territoires sous perfusion, mais de les aider à trouver et de les aider à vraiment à renforcer leur capacité d'agir. En fait, c'est vraiment là Et là, les PTCE sont un formidable outil pour aider les territoires à renforcer leur capacité d'agir avec un travail. Là, je pense qu'il y aura un travail d'accompagnement si on veut vraiment que ça fonctionne. Là, il faut vraiment qu'on se focalise sur les modèles socio-économiques d'intérêt général qui mixent des ressources publiques-privées. C'est extrêmement complexe à mettre en œuvre et c'est ça qui va garantir la pérennité durable de ces PTCE existants ou à venir. Et on n'est pas très, très à l'aise avec tout ça, surtout quand on est en intercollectivité, interterritorialité, qu'on est dans la coopération. Comme vous le disiez très bien, la coopération, ça ne se décrète pas. Il faut la faire vivre, il faut l'animer. C'est un processus qui nécessite et qui ne vit pas de lui-même. Si on ne s'occupe pas du processus coopératif, il meurt. Donc, en fait, tout ça, c'est de l'ingénierie en réalité. Et dans les régions comme partout, les moyens en ingénierie se réduisent à peau de chagrin parce qu'on a tous souffert de la crise et que dans les plans de relance, on a essentiellement des fonds en investissement. On a très, 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 très peu de fonds en ingénierie. Et lorsqu'on flèche de l'ingénierie, ce n'est pas pour du temps humain parce qu'on a très peur finalement de mettre le pied dans un gouffre sans fond, mais c'est faire appel
des études, des consultants, des BE qui viennent, qui font leur job. Et puis après, les territoires, on les laisse se dépatouiller. Et le comment faire et comment prendre le projet, là, il n'y a plus personne, quoi. Donc, il y a vraiment tout ça qu'il faudrait vraiment réfléchir globalement pour avoir vraiment des facteurs clés de réussite à moyen long terme. C'est mon point de vue. Merci Isabelle. Je vois qu'il est déjà 16h05. Nous avons dépassé le temps imparti. On a été trop modeste dans le timing, ou en tout cas beaucoup d'éléments de contenu, beaucoup d'envie. Je propose néanmoins qu'on en reste là, parce que c'est une conclusion encourageante sur le travail qui reste à faire, que l'on fasse circuler bien sûr l'ensemble des diaporamas qui ont été diffusés, notamment celui qu'on n'a pas regardé en détail sur les perspectives court terme que le labo a élaboré, qu'éventuellement on se donne rendez-vous prochainement sous une autre forme que celui d'un webinaire pour voir comment tous les membres du RTS peuvent à leur échelle contribuer à cette relance que nous semblons souhaiter de nos voeux les uns les autres. Peut-être laisser 2 mots à Hugues, vraiment de manière assez synthétique, pour conclure définitivement ce petit webinaire et nous retrouver très très prochainement. Très simplement, d'abord, merci Anne-Laure d'avoir pris l'initiative, et merci au RTS d'avoir pris cette initiative. Bon, c'est pas des grands mots, mais je pense qu'on a une responsabilité collective là dans la période qui est la nôtre, qui est considérable. Enfin, on ne sait quand même pas où on va. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. L'avenir n'a jamais été aussi difficile et incertain. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de dépasser un peu quelquefois nos petitesses et se donner de l'ambition. Et moi, je pense que, par exemple, sur les PTCE, il ne faut pas hésiter à créer aussi un peu du rapport de force pour être entendu et montrer ce que peut apporter ce type d'outil, sans dire que c'est une panacée, c'est-à-dire que le PTCE ne va pas sauver la France. Il faut raison garder. Mais c'est des outils qui sont des outils qui montrent en même temps un nouveau chemin, comme Isabelle l'a dit tout à l'heure, à parcourir. Donc nous, on a fait ce document-là. Ce qu'on souhaite, c'est que avec vous, avec le RTS, avec ceux qui veulent, on promeuve ça auprès des pouvoirs publics pour le faire avancer, mais pas que des pouvoirs publics. Moi, je pense qu'il ne faut pas se dire que finalement, c'est le gouvernement en veut, tant mieux, le gouvernement en veut pas, tant pis, on laisse tomber. Je prends un exemple concret, je voudrais embarquer les entreprises de l'économie sociale, les grandes entreprises, je pense par exemple aux banques coopératives, je pense par exemple aux grandes mutuelles d'assurance ou de santé. Les PTCE, c'est des choses qui doivent les intéresser, parce que c'est là où se construit finalement un tissu économique et social local, c'est là où sont leurs clients, donc il faut les intéresser à ça. Donc je pense qu'on a dans les semaines qui viennent quand même une cible auprès d'Olivia Grégoire et du gouvernement pour faire avancer le schmilblick. Et là, concrètement, ça veut dire malgré tout qu'ils mettent de l'argent sur la table. Il faut appeler un chat un chat. Il faut qu'il y ait un fonds dédié à la relance des PTCE avec l'équivalent d'un appel à projet qui soit mis en place, qu'il y ait un système d'animation qui soit identifié, qui soit mis en place. Et derrière ça, il faut intéresser plus largement. Donc, les régions, pour moi, c'est fondamental. Le secteur économique, c'est fondamental. Les secteurs de la recherche, dans les PTCE, il y a quand même cette idée qu'on va mobiliser des centres de formation et des activités de recherche. Or là, dans la période qui est la nôtre, c'est fondamental. Enfin, notamment je pense que pour une partie de la jeunesse qui se trouve en situation d'extrême difficulté par rapport à la mise à l'écart du Covid, les PTCE sont des endroits où on peut retisser et remailler des choses. Donc, lisez les propositions qu'on a faites. Réagissez, écrivez-nous pour dire ce que vous en pensez, enrichissez-les, complétez-le, dites nous, ça on pourrait le prendre en charge, ça nous intéresse, pour que finalement on essaye de déboucher sur quelque chose qui serait un élément commun. Et porter la bonne parole auprès des PTCE sur le territoire pour qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer,
et qu'ils montent dans le train avec nous, quoi, hein, que c'est pas simplement un ou deux webinars qui font les choses, mais c'est qu'il y a une espèce de mouvement qui part du terrain pour relancer ces pôles territoriaux de coopération économique. Et encore une fois, je le dis, l'Europe s'y intéresse parce qu'elle a vu que c'était une démarche innovante et intéressante et qui déplace les frontières, enfin, qui montre qu'aujourd'hui, des TPE, des PME, des artisans peuvent travailler ensemble sur des projets locaux autrement que par la sacro-sainte concurrence qui a été l'alpha et l'oméga de la Commission européenne depuis des années. Mais qu'on a mieux à faire peut-être aujourd'hui pour répondre à un certain nombre de problèmes. Voilà. Donc, au départ, il y avait le RTES, le Labo, le MES, les CRES et le CORAS. Si d'autres veulent venir, tant mieux. Ceux-là, déjà, qu'on continue à travailler ensemble pour se fixer des objectifs et les faire aboutir. Merci beaucoup, Hugues. On va faire comme la collègue de Seine-Saint-Denis, souhaiter un prompt rétablissement, même si on a le sentiment que tu es en pleine forme pour défendre la PTCE, il n'y a aucun doute. Et puis, merci l'ensemble de l'équipe du Labo, bien entendu, Anne-Laure et l'équipe du RTES, tous les membres, en promettant de continuer à agir là où nous sommes pour, en effet, cette nécessaire redynamisation et relance des PTCE. Merci à toutes et tous, et puis à très bientôt pour la continuité de ce travail. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci.